la Mutualité française, donc, nous défendons l'accès à la santé pour tous. Et notre rôle, l'un de nos rôles, est de mettre en place, en lien avec les mutuelles, l'ensemble des mutuelles qui sont gérées par le Code de la mutualité, donc les vraies mutuelles, des actions de prévention santé en mobilisant ces représentants pour vous permettre d'être ou de rester en bonne santé. Alors, c'est vrai que ça paraît une phrase un peu bateau, mais on met en place, on essaye en tout cas de mettre en place beaucoup de programmes sur l'ensemble des thématiques liées à la santé et au bien-être afin de préserver notre santé et aussi l'accès aux droits. Alors, les trois missions de la Mutualité française, c'est bien sûr servir le mutualisme, qui est un mouvement qui est basé sur la démocratie participative pour bâtir une société plus équitable, plus engagée, plus humaine. À savoir qu'un des mots très importants de la mutualité, c'est la solidarité. C'est un peu le ciment de notre mouvement mutualiste qui a plus de 100 ans et qui et nous l'espérons tous, sera et restera un exemple pour l'ensemble des Français. Être au service de la santé et du bien-être des Français en développant des actions pour faire connaître la protection sociale et la prévention et la promotion de la santé. C'est aussi, bien sûr, notre rôle qui est important, c'est de servir nos mutuelles, parce que sur la région PACA, nous fédérons plus de 152 mutuelles. Voilà. Donc, je vais, après cette petite présentation, je vais laisser la parole à Julie qui va démarrer cette conférence. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez vos questions sur la droite, écrivez-les et on y répondra. Voilà, je laisse la parole à Julie. Merci beaucoup Henri pour cette présentation. Donc, est-ce que déjà c'est bon pour vous? Vous voyez le diaporama? Je pense que oui, mais n'hésitez pas à me dire si ce n'est pas le cas. Donc, en fait, alors une chose aussi, n'oubliez pas pour les personnes qui ne l'ont pas fait, de couper vos micros parce que ça peut faire des interférences derrière. Donc, n'oubliez pas de faire ça, s'il vous plaît. Et c'est parti. En fait, ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter quelques concepts sur l'activité physique pour qu'on ait tous le même langage et remettre à jour un petit peu les recommandations qu'il peut y avoir en matière d'activité physique en fonction de vos âges. Et ensuite, en deuxième temps, je vous montrerai des exercices. Donc, le but, ce n'est pas de faire une séance complète. Le but, c'est de vous montrer des exercices, mais surtout vous expliquer comment les faire correctement pour ne pas vous faire mal. Puisque les exercices que je vais montrer sont assez classiques, tout le monde les connaît, sauf que la plupart du temps, on ne les fait pas assez bien, ce qui peut provoquer des douleurs. Donc, commençons par la première partie. Donc, faisons la différence. En fait, les concepts communs, on entend souvent parler d'activité physique, de sport, de sédentarité ou d'inactivité ou de sport santé, voilà, de pratiques physiques et sportives. Qu'est-ce que c'est tout ça? Quelle est la différence entre tout ça? Pourquoi on utilise des mots différents? À quoi ils correspondent? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on va voir ça ensemble tout de suite. En premier lieu, en fait, l'activité physique, c'est tout mouvement corporel qui est produit par la contraction des muscles squelettiques, donc les muscles qui composent notre corps, et ça se traduit par une augmentation de la dépense énergétique, c'est-à-dire la dépense de repos, qui est au-delà de la dépense de repos. En gros, quand vous êtes assis ou allongé, c'est ce qu'on appelle la dépense de repos. Votre corps dépense très peu. Et donc, l'activité physique, c'est dès que vous vous mettez en mouvement. Par exemple, se lever, faire quelques pas, c'est de l'activité physique, puisque votre dépense énergétique est supérieure à celle quand vous êtes assise. Là, si vous êtes tous comme moi assis, ben voilà, on n'est pas du tout en activité physique, à moins que vous utilisiez un ballon, voilà, sur lequel vous êtes assis à la place d'une chaise. Voilà, peut-être, Julie, je me permets, peut-être que tu peux nous faire voir, puisque toi-même, tu utilises un ballon à la place d'un fauteuil. Donc, parce que moi, j'ai un fauteuil, mais... C'est un ballon de Swiss ball, voilà, vous devez le voir. Et en fait, à la place d'utiliser ma chaise, de temps en temps, j'utilise un ballon, ça m'évite de rester trop statique. L'avantage du ballon, en fait, c'est qu'il fait travailler l'équilibre, vu que si on s'installe dessus, voilà, on n'a pas le dossier, c'est un petit peu moins instable. Donc, on s'installe dessus, ça fait travailler les muscles profonds des abdominaux et du dos. Donc, attention, ça ne veut pas dire que vous aurez les tablettes de chocolat en utilisant un ballon, ça, ce n'est pas possible. En tout cas, en restant assis. Mais voilà, c'est quand même supérieur à la dépense énergétique de repos, vu que je suis obligée à chaque fois de me rééquilibrer pour ne pas tomber.
Et l'avantage du ballon, c'est qu'on a relativement une bonne position quand on l'utilise, puisque si on ne se tient pas correctement, bah, tout simplement, on tombe. Voilà. Donc, n'hésitez pas à trouver des petites solutions comme ça. Le ballon, il ne se garde pas toute la journée quand on n'a pas l'habitude. Ça peut être un quart d'heure, une demi-heure, une heure. On reprend la chaise, on recommence, etc. Ou alors, ça peut être, si vous êtes en capacité, si vous pouvez le faire, essayez aussi, quand on est au travail, à la maison, de faire les choses debout. Par exemple, moi, j'ai un travail où je suis relativement assise, vu que je suis souvent sur un ordinateur. Donc, j'arrive à changer. Des fois, je suis sur une chaise, des fois sur un ballon, ou des fois, j'arrive à me mettre debout et j'ai une table plus haute. Voilà, tout ça pour éviter, en fait, de rester en inactivité ou en position de sédentarité. Voilà pour l'activité physique. À la différence du sport, en fait, on entend par sport toute forme d'activité physique et sportive qui, au travers d'une participation organisée ou non, ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tout niveau. Alors, elle paraît un peu complexe comme ça, cette définition, mais en fait, c'est relativement simple. La différence entre activité physique et sport, c'est que le sport, c'est organisé, tout simplement. Donc voilà, ça peut être en club, en association, etc. C'est du sport. Par exemple, si vous allez courir en club, on va dire que vous faites du sport. Si vous allez courir tout seul, on va dire que c'est de l'activité physique. C'est juste que c'est régi par des codes, le sport. Voilà. Ce n'est pas forcément une question d'intensité. Bon, en général, quand on est en association ou en structure sportive ou en club, on a une plus grande intensité que quand on fait de l'activité physique tout seul, parce qu'il y a l'effet de groupe, il y a le fait que voilà, ce soit organisé dans un cadre. Mais on peut très bien avoir une intensité d'activité physique qui est importante et une intensité au niveau du sport qui est moindre. Voilà. Alors, si ça veut bien passer. Hop. Alors, quels sont les avantages en fait d'une activité physique régulière? On réduit le risque de crise cardiaque et de maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est tout ce qui est en fait en faisant de l'endurance. On prévient le surpoids et l'obésité. Ça permet aussi l'activité physique ou le sport, hein, bien sûr. L'activité physique régulière permet aussi de perdre du poids, même si ce n'est pas forcément l'objectif principal. Quand on n'a pas forcément l'habitude, ben, en fait, en bougeant, on dépense plus d'énergie, donc forcément, on prévient le surpoids et l'obésité. Ça réduit le cholestérol LDL, donc c'est le mauvais cholestérol. En fait, c'est celui qui... alors, comment expliquer ça rapidement? En fait, le LDL, c'est le cholestérol qui va du foie vers les organes. Et en fait, quand il va vers les organes, il dépose sur les parois des artères un dépôt lipidique qui peut derrière faire du mauvais cholestérol, réduire les artères, etc. Donc, l'activité physique permet en fait de limiter ce dépôt-là. Et quand il y en a, avec l'augmentation et la dilatation des vaisseaux, vu qu'on respire plus, on a le cœur qui va plus vite, donc le débit sanguin est plus accéléré. Avec ça, ça permet de réduire ce cholestérol qui se dépose en fait. On réduit aussi le risque de diabète de type 2, puisque en fait, l'activité physique c'est une insulinosensibilité, c'est-à-dire que ça améliore la glycémie. On réduit le risque de certains cancers. Ça permet aussi d'avoir des os, des muscles et des articulations plus solides, puisque l'activité physique permet aussi de fixer le calcium sur les os plus facilement. On réduit le risque de chute, vu qu'on contrôle mieux son corps, on a une musculature qui est un peu plus importante. Et puis quand on fait de l'activité physique, selon les mouvements, on travaille son équilibre. Et ça permet aussi d'être en meilleure forme physique et mentale, donc avoir plus d'énergie, une meilleure humeur, être plus détendu et mieux dormir. Donc tout ça, c'est prouvé. Alors, Julie, si je me permets, donc quand tu décris un petit peu justement tous les avantages qu'il y a à une activité physique ou à sport, donc on est un peu sur cette notion de sport santé ou, alors je ne vais pas aller jusqu'à sport sous ordonnance parce que là c'est encore plus compliqué, mais donc évidemment l'idée que le sport fait partie à un moment donné d'un paramètre de la santé et du mieux-être. Oui, alors l'activité physique, oui. L'activité physique, hein. Tout à fait. D'accord. Voilà, ça fait partie en effet d'un mieux-être et puis de vieillir en meilleure santé.
et de se sentir mieux à la fois physiquement, mentalement, psychologiquement, de voir du monde aussi. Donc, au niveau de la sociabilité, ça apporte. Voilà, en fait, on dit aujourd'hui que c'est un petit peu l'activité physique, le médicament miracle, puisqu'en plus, aujourd'hui, on prescrit de l'activité physique, donc ça rentre dans la catégorie, entre guillemets, du médicament. Sauf que voilà, c'est une thérapie non médicamenteuse. Très bien. Alors, à l'inverse, quelle est la différence entre inactivité physique et sédentarité? Donc, l'inactivité physique, en fait, c'est quand notre niveau d'activité est inférieur à celui qui est recommandé pour la santé. Donc là, je vous ai mis en moyenne 150 minutes d'activité physique par semaine, mais tout à l'heure, je vais vous détailler plus précisément ce qu'il faudra faire, ce qui est mieux en fait pour la santé et aussi en fonction de vos âges. Donc voilà, l'inactivité physique, c'est ça. J'aime bien cette image à côté il est mort comme il a vécu, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une activité relativement sédentaire, dans une vie relativement sédentaire, et je trouve que cette image, elle résume très très bien ce qu'on vit. Donc la sédentarité, c'est le temps qu'on a cumulé assis ou allongé pendant la période d'éveil et au cours duquel la dépense énergétique est égale à la dépense énergétique de repos, donc celle dont on a parlé au début. Par exemple, c'est regarder la télé, travailler derrière un ordinateur, conduire sa voiture, lire un livre aussi, même si ça fait partie de la culture et donc ça apporte d'autres choses. Ça fait partie des temps sédentaires. Donc, vous voyez qu'en fait, ce n'est pas inverse, l'inactivité physique et sédentaire, c'est plutôt, on va dire, voilà, c'est deux choses différentes. Et donc, il faut savoir quelque chose de très important. Alors, juste, je vous montre ça après. C'est que le nombre d'heures d'activité physique que vous faites dans la semaine, ça ne compense pas votre sédentarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, moi, je travaille 7 heures par jour derrière un bureau. Je fais quand même relativement pas mal d'activités physiques ou de sport, mais voilà, j'ai quand même passé mes 7 heures assises. Donc, ce n'est pas parce que je vais faire 2 heures d'activité derrière, ou même 1 heure ou même une demi-heure, que ça va compenser tous les effets néfastes de la sédentarité. Est-ce que c'est clair quand je vous dis ça? Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Alors, quels sont les effets négatifs de la sédentarité? Pour vous dire que c'est quand même relativement important. Donc, la première chose, c'est les maladies qu'on peut développer, puisque voilà, on est en moins bonne condition physique, on peut développer du diabète, on peut développer du surpoids, de l'obésité, du cholestérol. Voilà, tous les avantages de l'activité physique disparaissent puisqu'on n'en a pas. Ou alors, ils sont limités vu qu'on passe trop de temps en position assise ou allongée, donc trop de temps en sédentarité. Ensuite, on a une baisse de l'estime de soi. Voilà, quand on contracte une maladie ou qu'on commence à avoir un petit peu du surpoids ou qu'on voit qu'avant, on avait un certain corps, avec l'âge, c'est plus le même ou qu'on a moins de muscles, etc., on va se sentir moins bien dans son corps. Ça peut provoquer aussi de l'isolement et du sentiment de solitude, à la fois parce que si, par exemple, on passe sa vie devant un écran, mais on ne passe pas sa vie avec les autres, pas de temps avec les autres. Le fait d'avoir l'estime de soi qui est moindre, ça nous pousse aussi à l'isolement. Les douleurs, les prises de poids, sur quoi j'en ai parlé. Les douleurs aussi, en fait, voilà, souvent j'entends non, mais je ne fais pas d'activité physique parce que j'ai trop mal aux genoux, j'ai mal au coude, ça me fait ci, ça me fait ça, etc. Sachez que le fait d'être en inactivité ou en sédentarité, ça va encore plus aggraver ces douleurs. Alors que le fait de reprendre une activité physique, même moindre, c'est-à-dire par exemple simplement aller marcher 20 minutes, une demi-heure par jour, ces douleurs-là, au fur et à mesure, vont s'amoindrir parce que vous allez entretenir votre corps. Et ensuite, c'est un cercle vicieux. En fait, moins on pratique, moins on a envie. Donc, on a un manque de motivation et on se retrouve plus fatigué puisque l'activité physique permet également de se sentir, comme je l'ai dit tout à l'heure, en meilleure forme. Voilà. Alors, Julie, excuse-moi de t'interrompre. Je trouve ça vraiment très intéressant parce que, bon, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui commence avec l'âge à avoir un peu d'arthrose, peut-être sur les genoux. Donc, toi, tu conseillerais, parce que quand on commence à avoir mal aux genoux, bon, par définition, on a d'une appréhension à la marche et au déplacement.
Mais toi, tu conseillerais, tu dirais que même si quelqu'un commence à avoir un début d'arthrose ou une problématique sur un genou, tu conseillerais plutôt d'essayer de marcher, enfin raisonnablement, je suppose, parce que ça pourrait améliorer les douleurs ou en tout cas les conséquences à un moment donné de cette arthrose. Alors, améliorer l'arthrose, non. Mais en effet, diminuer les Voilà. douleurs, c'est possible. À condition, alors première chose, la moindre pathologie qu'on a, on demande conseil, on demande avis à son médecin, puisque je ne suis pas médecin déjà. Donc, on demande ça. Ensuite, il est possible aussi de trouver des activités qui sont plus douces vis-à-vis de l'arthrose du genou, des activités où il n'y a pas de choc au sol. Donc, marcher par exemple sur du plat, ça fait des petits chocs, mais ce n'est pas énorme. Après, il reste le vélo, il y a la natation aussi. Il y a d'autres activités comme ça qui permettent de ne pas avoir de choc. On peut faire aussi tout ce qui est gymnastique douce, yoga, ce genre de choses-là, puisqu'on n'a pas en fait le choc au sol qui peut faire d'autant plus mal au genou. Il existe une panoplie en fait, d'activités physiques ou de sport qui permettent aujourd'hui de compenser toutes les difficultés que les personnes peuvent avoir. Et les maladies aussi quasiment. Voilà. Donc, pour vous dire, en fait, même aujourd'hui, les personnes qui sont atteintes de cancer, on leur conseille de faire de l'activité physique, même avec la fatigue, etc., parce que ça a des effets positifs aussi derrière. Donc, pour ça, il ne faut pas hésiter à demander à son médecin en espérant qu'il ait une sensibilité à tout ça, ce qui est en train de se faire de plus en plus aujourd'hui, puisqu'en effet, tu en as parlé, Henri, tout à l'heure, on a maintenant du sport sur ordonnance, mais on a aussi des clubs qui font ce qu'on appelle le sport santé. Donc, ce n'est pas du sport de compétition, c'est justement pour venir et se maintenir en bonne santé et voir du monde. Donc, il existera toujours une activité physique qui pourra être adaptée aux capacités et aux difficultés de la personne. D'accord. Et on a une petite question sur le chat, là. Oui. Si tu peux peut-être y répondre maintenant ou après, c'est comment compenser réellement la sédentarité liée au télétravail? Ça, c'est vrai que c'est une question, là, C'est une on va grande dire, question. d'actualité. Tout à fait. C'est une grande question, un grand débat. Alors, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, essayez d'utiliser un ballon, ce qu'on appelle un Swiss ball, qui se trouve dans les magasins de sport à prix relativement intéressant. Si vous pouvez essayer de travailler debout. Et après, donc, il y a une autre technique. En fait, normalement, on doit se lever et bouger toutes les 30 minutes pour limiter les conséquences liées à la sédentarité. Donc, par exemple, il y a une astuce un petit peu bête, mais qui peut marcher, parce que 30 minutes, quand on est en télétravail, ça passe extrêmement vite selon ce qu'on fait. Donc, soit il y a se mettre des rappels toutes les 30 minutes. Et ce que j'aime bien proposer aussi aux gens, c'est que vous prenez votre temps de travail. Imaginons que vous travaillez 7 heures par jour. Vous le multipliez par 2, donc ça vous fait 14. Vous prenez 14 stylos que vous allez placer à l'autre bout de la pièce. Et toutes les demi-heures, vous devez vous lever, aller récupérer le stylo et le ranger. Donc, ça vous oblige en fait à vous lever toutes les demi-heures pour faire ça. Si à la fin de la journée, vous avez rangé tous vos stylos et que vous n'en avez pris qu'un à chaque fois, c'est que vous avez suffisamment bougé pour limiter ces risques-là. C'est des petites astuces toutes bêtes. Alors, toutes les demi-heures, on s'est dit, ben, c'est pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup, mais c'est ce qui est préconisé. Il y a plein de petites astuces comme ça. Voilà, si vous êtes chez vous et que vous utilisez un téléphone portable, eh bien, profitez-en quand vous êtes au téléphone, selon les conversations, pour vous lever, faire quelques mouvements ou tout simplement faire une pause toutes les demi-heures pour faire des petits étirements que je vous montrerai tout à l'heure, des petits squats. Voilà, il y a plein de petites idées comme ça. On ne vous demande pas de vous lever et d'en faire pendant une demi-heure. C'est juste de se lever et de bouger. Très bien. Il est compliqué de compenser quand on est en télétravail. Je souhaiterais prendre la parole. Oui, Ah, dites-moi. Voilà, j'habite en montagne avec de la neige. Oui. J'ai passé les 80 ans. J'ai trouvé comme astuce pour faire de l'activité, j'ai 15 marches dans un escalier chez moi et chaque jour, je monte et descends une vingtaine de fois. Est-ce que c'est suffisant pour entretenir? Alors, pour entretenir, si vous faites ça tous les jours, au bout d'un moment, il va falloir faire un petit peu plus parce qu'en fait, votre corps va s'habituer. Voilà. Oui. Mais c'est déjà extrêmement bien ce que vous faites. Bravo. Déjà. J'ai commencé avec 10 et petit à petit, j'augmente et maintenant, j'en suis à 20.
Eh bien, très, très bien. Voilà. Soyez toujours prudente par rapport au fait de monter et de descendre. Ensuite, vous pouvez faire d'autres exercices. C'est tout bête, mais prendre peut-être 1 kilo de riz ou 500 grammes de riz et faire des petits mouvements avec. Voilà, des petits mouvements, les monter sur les côtés, les monter devant, les monter un petit peu en haut, pas forcément jusqu'en haut. Ces petits mouvements-là vont vous permettre de rajouter un petit peu à l'activité physique que vous faites. D'accord. Faire travailler toutes les parties du corps, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Merci. Je vous en prie. Il faut être créatif en fait. Soyez inventif. Tout est sujet à bouger. D'accord. Du coup, je vais poursuivre si c'est bon pour les questions. Donc ça, je vous l'ai montré. Maintenant, quelles sont les recommandations d'activité physique pour la santé? Donc, ces recommandations viennent de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On va commencer par les enfants et puis on va aller jusqu'au grand âge. Donc, pour les 5-17 ans, on préconise un minimum de 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée ou élevée par jour. Et on préconise plutôt des activités d'endurance, donc celles qui font un peu monter le cœur, mais qui permettent surtout de le garder un petit peu avec des battements cardiaques un peu plus hauts que le repos, assez longtemps. En plus de ces 60 minutes d'activité physique par jour, on préconise de faire de l'intensité élevée avec du renforcement musculaire 3 fois par semaine pour les enfants, de 5 à 17 ans, donc enfants et ados. Alors, qu'est-ce que ça veut dire intensité physique, intensité modérée ou élevée? Donc ça va dépendre de vous. Ça dépend de vous parce qu'en fait, on n'a pas tous le même vécu d'activité physique ou sportive. Et donc, par exemple, pour une personne qui pratique énormément, une activité physique d'intensité modérée, ça va être aller courir. Et une activité physique d'intensité élevée, ça va être faire du sprint ou courir très longtemps, vite, etc. Alors que pour d'autres, ça va être l'inverse. Intensité modérée, ça va être marcher d'un pas vif. Et intensité élevée, ça va être courir. En fait, à savoir, donc c'est vraiment en fonction de votre expérience antérieure et le fait aussi que plus vous pratiquez, plus vous vous améliorez. Donc, il faut revoir vos activités à la hausse. En gros, une activité physique d'intensité modérée, ça demande un effort moyen. Ça accélère la fréquence cardiaque, mais sensiblement. Ce n'est pas non plus énorme. Ça peut être marcher d'un pas vif, danser, jardiner, faire du bricolage comme de la peinture, porter des petites charges, aller marcher avec son animal domestique, ce genre de choses-là. Une activité physique d'intensité élevée, ça demande un effort qui est plus important. Et le souffle, il se raccourcit. Donc voilà, on est essoufflé en fait. Et la fréquence cardiaque, ça s'accélère beaucoup. Donc courir vite ou marcher d'un pas vif sur une côte, ça peut être du vélo à vive allure, de l'aérobic, nager, voilà, tout ce genre de choses. Donc, c'est en fonction de vous, votre ressenti et la manière dont votre fréquence cardiaque monte en fonction des intensités que vous faites. On demande souvent en fait de l'endurance parce que ce qui permet de travailler sur tout ce qui est le cardiovasculaire et donc l'oxygénation des muscles, des organes, etc. Et donc, c'est ça qui maintient en bonne forme. Le renforcement musculaire, ça permet de développer sa musculature et donc d'être plus à l'aise, de pouvoir améliorer un petit peu sa condition physique et surtout d'avoir les muscles qui sont adaptés à la vie quotidienne, en fait, tout simplement. On n'est pas sur du déconditionnement. Au niveau des femmes enceintes et postpartum, donc ça, on a aussi des recommandations. Donc là, c'est pas tous les jours, on est plus sur la semaine. 150 minutes d'activité d'intensité modérée et de l'endurance. Donc voilà, on voit une petite dame enceinte qui marche assez, on imagine d'un pas assez vif. Et intégrer aussi du renforcement musculaire. La seule chose à savoir, c'est qu'il faut éviter les exercices en position allongée après le premier trimestre, puisqu'en fait, le poids du ventre va appuyer sur les veines qui descendent jusqu'au bas du corps, et donc ça risque de faire des petits malaises. Mais dans tous les cas, pour les femmes enceintes, on demande toujours avis à son médecin, à son gynéco ou à sa sage-femme si on veut pratiquer. On préconise aussi des étirements doux. Alors doux, pourquoi? Parce qu'en fait, une hormone de grossesse permet en fait une meilleure élasticité au niveau du corps, puisque le ventre va se dilater, etc. Donc il y a cette élasticité-là qu'on n'a pas forcément l'habitude.
Et du coup, faire des étirements poussés, ça peut risquer de faire craquer tout ça, en fait, de se faire une déchirure musculaire. Voilà pourquoi on préconise plutôt des étirements doux. À savoir qu'une femme enceinte qui fait de l'activité physique régulière, modérée ou élevée peut continuer sa pratique s'il n'y a pas de contre-indication, quasiment jusqu'au bout. Voilà, on n'est plus aujourd'hui sur il faut faire attention, on y va moins fort, etc. Donc n'hésitez pas, voilà, il faut le faire. Au niveau des 18-64 ans, donc on demande d'accumuler à peu près entre 2h30 et 5 heures par semaine d'activité physique d'intensité modérée, donc souvent de l'endurance aussi, soit une moyenne de 25 à 45 minutes par jour. Ou alors, vous pouvez faire entre 1h15 et 2h30 par semaine d'activité physique d'intensité élevée, ou une combinaison des deux. Voilà. Donc là, par contre, nous, sur les adultes, puisque je dis nous, puisque je suis dans cette catégorie-là, il faut au minimum 25 minutes d'activité physique par jour. Ça ne veut pas dire 25 minutes d'affilée, mais si vous voulez des effets, il faut que ce soit au moins 10 minutes consécutives. Donc voilà, vous pouvez faire 10 minutes par-ci, un quart d'heure par-là, ou alors 25 ou 40 minutes d'affilée. Ensuite, il faut faire du renforcement musculaire 2 fois par semaine, puisque au bout d'un moment, par exemple, si vous courez ou si vous marchez, ça ne suffit pas. Il faut se renforcer aussi, puisque le corps s'habitue, s'acclimate. C'est le principe en fait de l'entraînement. Et donc, il faut aller un petit peu plus loin derrière. Au niveau des 65 ans et plus, eh bien, en fait, on est sur des recommandations identiques à celles des adultes. Ce n'était pas forcément le cas jusqu'avant. Donc, il vous faut aussi bouger un minimum de 25 minutes par jour ou d'accumuler voilà, ce qu'il y a au-dessus. Et ensuite, là, on est sur du renforcement musculaire et du travail d'équilibre 3 fois par semaine. Voilà, les pertes d'équilibre. Donc, on tombe à tout âge, enfant, adolescent, adulte, plus âgé. On tombe à tout âge, mais plus l'âge avance et en fait, plus on va avoir une fonte musculaire qui est liée à l'âge en fait et qui va jouer aussi sur notre équilibre. Donc, il faut travailler cet équilibre-là 3 fois par semaine. Quand je dis travailler l'équilibre, je ne vous demande pas non plus d'être toujours perché sur un pied, sauf si vous le pouvez, c'est très bien. Mais travailler son équilibre, le fait de, par exemple, écarter les jambes en restant debout, puis refermer, vous n'avez pas la même surface en fait d'équilibre, on va dire. Et donc, rien que ça vous le fait travailler. Après, si vous êtes en capacité de faire plus, n'hésitez pas. Donc, voilà, il y a aussi des activités physiques comme le yoga ou la gymnastique douce, etc., qui permettent de travailler très facilement l'équilibre. Et pas que. Alors, si je me permets, Julie, aussi, oui. petite question sur l'activité physique. Est-ce qu'on peut considérer, ça peut paraître stupide comme question, mais par exemple, faire son ménage, passer l'aspirateur, faire ses vitres, est-ce que ça peut être considéré à minima comme une petite activité physique? Oui, totalement. Ça peut être une activité physique basse ou modérée. Mais c'en est une on bouge en fait, on est debout, la dépense énergétique est supérieure à celle de repos. Et justement, en fait, dans l'activité physique, on a quatre moyens d'en faire. Les activités donc, de loisirs ou sportives, dans le travail pour ceux qui ne sont pas en position assise, les activités de déplacement, aller d'un endroit à un autre, et les activités domestiques. Et dans ces activités domestiques-là, en effet, le ménage rentre dedans. Donc oui, passer l'aspirateur, c'est une activité physique. Ouais. Merci. Donc non, ce n'est pas une question idiote, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas coupé leur micro, donc s'ils peuvent le couper, parce que sinon ça fait des interférences sur l'intervention de Julie. Je vous remercie beaucoup. Oui, merci. Alors ensuite, c'est bien beau de parler de tout ça, mais en fait, qu'est-ce que ça nous apporte? Eh bien, ça améliore la condition physique. Donc la condition physique, quand on parle de ça, souvent les gens se disent, souvent les gens voient des personnes qui pratiquent beaucoup de sport, bien musclées, etc. Non, la condition physique, on a tous une condition physique plus ou moins meilleure. Et elle est composée de plusieurs éléments. Donc, il y a la capacité aérobie, c'est la capacité de transport et d'utilisation de l'oxygène. Donc, tout ce qui est capacité cardiovasculaire, en fait. Donc, endurance cardiovasculaire. On a aussi la force
et l'endurance musculaire, la souplesse, la coordination motrice. Donc, la coordination motrice, par exemple, c'est rattraper un ballon. Ça, c'est de la coordination motrice. Et la composition corporelle, qui est en fait votre taille, votre poids, etc. Alors, on dit souvent dans la composition corporelle qu'on parle de l'IMC, de l'indice de masse corporelle, à prendre avec des pincettes. Je m'explique, parce que, en fait, l'IMC, c'est le rapport poids-taille. Sauf qu'on peut avoir, prenez l'exemple des rugbymen. Les rugbymen ne sont pas forcément très grands. Par contre, ils sont relativement larges parce qu'ils ont une grosse masse musculaire. Mais du coup, au niveau ratio poids-taille, ils vont se retrouver dans la catégorie surpoids. Alors qu'en fait, non, ils ne seront pas en surpoids. Ils ont une masse musculaire importante, souvent une masse graisseuse plus basse, mais vu que ça rentre dans cette catégorie-là, vu que les chiffres rentrent dans cette catégorie-là, ils sont soi-disant en surpoids. Donc attention, en fait, la composition corporelle, on va plus être sur du ratio masse musculaire et masse grasse. Maintenant, après la petite conférence, je vais vous montrer des exercices pour pouvoir bouger facilement chez soi et à la maison. Donc, en fait, à chaque fois, il va falloir faire 10 répétitions et faire ça 2 fois. Vous prenez le temps que vous voulez entre chaque. Et là, je vais vous montrer vraiment comment faire les exercices pour ne pas vous faire mal et les faire facilement. Parce que souvent, j'entends, je ne peux pas faire de squat, j'ai mal au genou, ou je ne peux pas faire de pompe, j'ai mal au bras. Donc là, je vais vous montrer comment faire pour ne pas se faire mal. Donc, la première chose à faire, on en a parlé tout à l'heure dans les conditions physiques. La première chose à faire, c'est de la mobilisation articulaire. Donc, on va commencer tout simplement par bouger la tête, faire un éveil musculaire au niveau de la tête et du cou. Donc, vous allez regarder à droite et à gauche, tout simplement. Voilà, on ne tire pas. Vous pouvez également faire, après avoir fait sur le côté, pencher la tête. C'est tout léger là. Voilà, et après la rotation de la tête. Donc au début, vous pouvez faire que la demi-rotation. Et après, pensez à faire tout le tour. Alors restez bien décontracté au niveau des épaules, puisque si vous contractez comme ça vous fait mal, vous allez surtout vous contracter le haut des épaules, ça ne fonctionnera pas bien. Donc on détend bien les épaules, les bras et on tourne. C'est une petite mobilisation articulaire, en fait, ça permet de se mettre en éveil pour les activités qui vont venir derrière. Ensuite, on va descendre au niveau des épaules, donc assez classique, on va tourner en avant, en arrière. Les mains sur les épaules. Voilà, 10 de chaque, avant, 10 arrière. Donc ça, rien de bien compliqué. Pensez juste au niveau de la position, en fait, on ne tend jamais les jambes complètement, on est légèrement fléchi. Et pareil, surtout nous les femmes, on a tendance à se cambrer, donc on va faire ce qu'on appelle une rétroversion du bassin, c'est-à-dire passer le bassin en avant. Donc pour ça, je contracte les fesses, je contracte les abdos, je passe mon bassin en avant, et là, je suis en bonne position pour protéger les lombaires, les abdos et pas me faire mal. Donc même quand vous faites ces mouvements-là ou des mouvements de bras assez grands, pensez à faire pareil au niveau des jambes. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on passe à la rotation du bassin, donc juste sur les bords d'abord, sur les côtés. Voilà, essayez de bouger que le bassin, pas les épaules. Et ensuite des petits mouvements, des petits cercles. Pareil, là, pensez à contracter vos fessiers, vos abdos, toute la sangle abdominale, c'est ça qui vous maintient bien comme il faut et qui vous évite d'avoir mal au dos. Surtout si vous êtes comme moi, que vous restez beaucoup en position assise avec le travail la journée. Voilà. Ensuite, on va passer aux chevilles. On fait tourner la cheville dans un sens et dans l'autre. Pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est une petite mobilisation. Vous pouvez mettre de la musique pour vous motiver. Vous pouvez également faire ces mouvements quand vous êtes au travail. Si vous êtes au téléphone, sur le téléphone portable, vous pouvez vous lever, faire quelques petits mouvements comme ça, au niveau des hanches, etc. N'hésitez pas à le faire, ça permet de bouger un petit peu plus.
Après cette mobilisation articulaire, on va passer à du renforcement. Donc le renforcement, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de la conférence, ça permet en fait de garder les muscles en bon état et d'éviter le déconditionnement physique qui arrive très facilement, un peu plus avec l'âge, mais dès qu'on s'arrête, en fait, ça arrive. Donc le renforcement, on va passer sur des mouvements qui sont classiques que vous retrouvez dès que vous cherchez en fait comment faire de l'activité physique chez soi, vous tombez dessus. Donc on va commencer par les pompes, le grand classique. Je vais vous montrer plusieurs versions. Les pompes, ça permet de faire travailler les biceps qui sont là, les triceps, le tronc, puisqu'on va rester gainé, et les pecs. Donc la première version, si vous ne voulez pas aller au sol, c'est de vous mettre contre un mur. Donc je m'éloigne, je ne suis pas proche du mur comme ça, je m'éloigne et en fait je vais me mettre en position de planche, c'est-à-dire que je suis tout alignée contre un mur. Au niveau de l'écartement des bras, c'est largeur des épaules. Je me mets contre le mur. Comme tout à l'heure, la rétroversion du bassin, comme je vous l'ai montré, hop, vous voyez la différence entre là, je suis décontractée et ici. Je regarde ma face de moi et je descends. Et je remonte. Vous voyez, tout mon corps y suit. Je descends et je remonte. Restez bien contracté. Ça, c'est la position la plus facile. Vous pouvez faire soit bras écartés, c'est-à-dire, donc quand vous descendez les coudes sur le côté, ou quand vous descendez les coudes vers vous. Les coudes contre vous, en fait, ça permet de plus travailler les pecs. La deuxième version, c'est d'aller au sol. Donc, c'est les pompes classiques. Si je ne sais pas les faire, pareil, je reste sur les genoux, je me mets en planche. Donc, je ne suis pas comme ça, je suis vraiment en planche. Les bras, ils suivent la courbe des épaules. Hop, je me gaine. Et pareil, je descends. Et je remonte. Alors, restez bien gainé. Je ne veux pas voir ça, en fait. Ça ne marche pas. C'est vraiment tout le tronc qui reste. Je descends et je remonte. Vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'en bas. Vous pouvez juste descendre un tout petit peu. Version serrée, c'est-à-dire mes coudes sont vers moi. Version écartée, les coudes s'éloignent. Et la dernière version, si vous vous sentez, c'est de le faire sur les jambes, sur les pieds. La même position. Je me gaine bien. Je descends et je remonte. OK, je suis gainée tout le long. Vous pouvez juste descendre un petit peu et remonter. Déjà, rien que ça fait travailler. Et après, on descend plus bas s'il le faut. Donc ça, c'est pour les pompes. Les pompes, très facilement, on se fatigue là-dessus, mais ça fait vraiment tout travailler. Donc, on a fait biceps et triceps, mais on va faire également maintenant tout ce qu'on appelle que les triceps, donc derrière. Pour ça, j'ai besoin d'une chaise. Donc, l'avantage des triceps, c'est que vous pouvez les faire, en fait, quand vous voulez. Donc, je m'assois sur une chaise. Alors là, vous ne voyez pas mes pieds. Je m'assois au bout. Mes pieds sont à plat. J'avance. Donc, vous voyez, je ne suis pas comme ça. Je suis vraiment en angle droit, ici. J'avance un peu et je vais descendre. Et je remonte. Pareil, pensez à contracter les abdos. Je descends, je remonte. Pas besoin de descendre jusqu'en bas. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais vous allez voir que les triceps, ça fatigue très, très vite. Restez bien gainé. Pensez à garder l'angle droit au niveau des jambes. Ici, au niveau du creux du genou. Et je descends et je remonte. Si c'est trop compliqué, vous avez une autre version qui est tout simplement de se mettre soit sur le dos de la chaise. Attention pour la chaise qu'elle ne glisse pas. Soit sur une table. Donc, je me mets là et là, je vais plier mes genoux en fait. Je vais accompagner le mouvement. Donc, ça, c'est beaucoup plus simple, mais c'est bien aussi pour commencer. Donc là, on travaille les triceps. Ça va jusque-là? On a vu les pompes, on a vu les dips. Donc ça s'appelle des dips. Donc, on a vu les bras. Au niveau du renforcement musculaire, si déjà vous faites ça 2 fois 10 répétitions chaque jour, vous êtes pas mal. Après, c'est à vous d'augmenter et de diminuer en fonction des jours. Du coup, on va passer plus au niveau des jambes. Je ferai des abdos après. Et on va faire le gros classique des squats. Donc, un squat, c'est quoi? Un squat, c'est que je vais aller m'asseoir derrière pour descendre et faire travailler mes cuisses, mes fessiers et comme je suis gainée aussi mes lombaires.
Donc, le squat, c'est ce mouvement-là. Un squat, on peut descendre que comme ça, on peut descendre jusqu'en bas si on se sent. Voilà. Ce qu'il faut savoir, le squat, pour ne pas se faire mal aux genoux, il faut que la largeur des pieds soit au niveau de à peine plus que la largeur des hanches. On peut ouvrir un petit peu les pieds, ça dépend, comment on se sent. Et ensuite, le mouvement que tout le monde fait et qui fait mal aux genoux, c'est qu'à l'inverse de faire partir le mouvement du bassin, c'est-à-dire aller derrière, le mouvement que tout le monde fait qui n'est pas bon, c'est partir des genoux et aller vers l'avant. Si mes genoux ils dépassent la pointe des pieds, c'est pas bon. Donc en fait, je vais aller m'asseoir derrière. Si vous n'y arrivez pas à comprendre les mouvements, c'est le même mouvement que quand on va s'asseoir sur une chaise. Donc vous pouvez le faire, je vais essayer de m'asseoir sur la chaise, me relever, si vous n'y arrivez pas. Si vous avez mal au genou, il y a une technique qui est infaillible, c'est celle du balai. Vous allez prendre le balai, le poser, et en fait, vous allez poser la pointe de vos orteils dessus pour pouvoir faire votre squat. C'est simple, à partir de là, vous ne pouvez plus squatter vers l'avant puisque le pied, vos orteils sont relevés. En fait, sur un squat, tout le poids du corps doit être sur les talons. Donc, en étant comme ça, automatiquement, vous allez passer vers l'arrière. Je gaine. Avant le mouvement, pareil, rétroversion du bassin. S'il faut, je mets mon balai sous mes orteils. Et là, c'est sûr et certain, je fais un squat. Et je ne peux plus passer devant et me faire mal au genou. Voilà, donc deux techniques. L'histoire du balai sous les pieds pour comprendre le mouvement. Parce que quand on n'a pas de poids, ce mouvement, en fait, il est plus difficile à faire. Quand on a du poids sur le dos, automatiquement, on va vers l'arrière. Et sinon, on fait contre une chaise. On fait comme si on allait s'asseoir sur la chaise. En fait, c'est simple. Quand vous faites un squat, quand je descends en squat, je peux soulever mes orteils sans problème parce que tout le poids est derrière. Là, vous voyez, je peux glisser le balai, c'est déjà, ça passe tout seul. Si vous ne pouvez pas faire ça, quand vous descendez en squat, si vous ne pouvez pas soulever vos orteils, c'est que le poids il est trop vers l'avant. Donc maintenant, il n'y a plus d'excuses pour dire que j'ai mal au genou pour les squats, parce que vous avez toutes les techniques qu'il faut. Donc pareil, 2 séries de 10 squats pour pouvoir bien travailler tout ce qui est jambes, donc cuisses, fessiers, ça fait vraiment bien les fessiers et les abdos. On va continuer un petit peu plus sur les fessiers. On va aussi travailler en même temps l'équilibre et je vais vous apprendre à faire des fentes. Donc une fente, c'est quoi? Une fente, c'est je pars de là, je fais là, je descends, je remonte et je reviens. Ou je reviens en arrière, comme vous voulez. La fente, plusieurs choses à respecter. La première, c'est l'écartement. Donc ça, c'est à vous de voir. Trop serré, vous ne pouvez pas descendre. Trop écarté, vous allez tomber. Donc, ma fente, je pars debout. Déjà, je ne mets pas les pieds sur la même ligne. Je décale un petit peu. Donc là, je suis décalée un petit peu. Ensuite, il faut savoir que c'est comme pour le squat. Mon genou ne doit jamais dépasser ma pointe. Je ne suis pas en avant. Et derrière, c'est pareil, ça va descendre vers le bas. Je ne vais ni vers l'avant, ni vers l'arrière. C'est mon centre de gravité qui va descendre au sol. Donc, vous voyez, là, j'ai un angle droit, en fait. Je ne suis pas comme ça et je ne suis pas à l'inverse. Donc là, je fais travailler mes cuisses, donc mes quadriceps, mes ischios derrière et les fessiers des deux côtés. D'accord? C'est possible de se placer juste et de faire plusieurs fentes comme ça une fois que vous avez votre position. Pareil, pensez à gainer, pas comme ça. On se gaine et on descend. Je descends un peu, je peux descendre jusqu'en bas. Une vraie fente, c'est celle où le genou il touche le sol, il effleure. Pareil de l'autre côté, on a toujours un côté où on est plus à l'aise. Vous allez voir que vous avez automatiquement fait le côté où vous êtes le plus à l'aise. Sur l'autre, au niveau de l'équilibre, vous allez devoir travailler un tout petit peu plus. Je descends et je remonte. Voilà. Super pour ça. Donc, pensez bien au niveau des fentes, pas sur la même ligne, on décale un petit peu.
On gaine. Hop, et on descend. Vous voyez là, je suis bien sur la pointe derrière. Je ne peux pas descendre comme ça, c'est impossible. Voilà, donc là, on a fait au niveau des jambes. On a fait les bras. Et je vais vous faire travailler un petit peu de planche maintenant, donc un peu les abdos. Donc les abdos, je ne vais pas vous montrer des abdos où on est sur le dos, ce qu'on appelle les crunchs et où on remonte. Parce que c'est un mouvement qui peut être mauvais, à la fois parce qu'il tire sur les cervicales si on ne sait pas le faire. Et au niveau du périnée, il n'est pas très bon non plus. Donc, je vais vous montrer à la fois du gainage statique, donc on ne bouge pas, et du gainage dynamique. Donc, le premier, c'est la planche assez classique. Donc, soit vous pouvez la faire contre un mur, je m'éloigne un peu, comme la position de pompe tout à l'heure, sauf que je suis un petit peu plus éloignée. Contre le mur, je gagne bien. Rien que ça fait. Après, le mieux, c'est quand même au sol parce que vous avez la gravité qui va vous entraîner vers le bas et contre laquelle vous allez devoir lutter. Donc, au sol, je vais poser mes coudes, largeur d'épaule, et je vais monter. Donc, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas les fesses en l'air, je suis vraiment en planche. Vous voyez, ça fait une ligne. Donc, ça, c'est une planche. Si on ne peut pas, on pose les genoux. Mais dans tous les cas, on garde la ligne au niveau du tronc. Donc, ça, c'est du gainage classique. Le gainage, essayez déjà de tenir 30 secondes, c'est bien, sans trop monter les fesses, sans trop les descendre. Si ensemble, comme ça, on ne tient plus, au lieu de faire ça, je préfère que vous posiez les genoux parce que vous allez plus travailler que si vous montez trop vos fesses. Je reste là. Ça, c'est du gainage statique. On peut aussi le faire sur le côté. Voilà. Avec le bras si on veut se tenir un peu de l'autre côté. Et après, on peut faire ce qu'on appelle du gainage dynamique avec ce qu'on appelle des mountain climbers. Alors ça, c'est l'exercice qui tue. Donc, en fait, on se met en position de pompe. Donc, comme tout à l'heure. Là, j'ai l'alignement au niveau des épaules. Je suis gainée. Et le principe, il est tout simple. Je vais monter un genou jusqu'à la poitrine. Donc ça s'appelle un mountain climber. Je monte d'un côté, je monte de l'autre. Celui-là, il fatigue très très vite. Donc soit je le fais doucement, soit je peux le faire en version plus dynamique, à la vitesse où je veux. Là, je travaille vraiment le centre de mon tronc, vraiment les abdos, mais je peux aussi travailler au niveau des côtés. Si au lieu de monter tout droit ma poitrine, je mets sur le côté. J'essaie de toucher mes coudes. Et là, vous allez travailler aussi les abdos, mais plus sur les côtés. Donc ça, c'est le mountain climber. Ça, vous en faites 30 secondes, ou vous en faites 30 à chaque fois, et je vous assure que ça fonctionne très, très bien. L'avantage de celui-là, comme je vous disais, c'est que du coup, vous n'êtes pas en train de pousser vers le bas, donc au niveau du périnée, ça tient mieux, et vous ne tirez pas sur vos cervicales non plus. Alors, il y en a qui disent que souvent sur le mountain climber, et c'est mon cas aussi, en fait, moi, j'ai également mal aux épaules, donc c'est normal, vous n'en faites pas, c'est pas que le mouvement n'est pas bon, c'est parce que vous faites aussi travailler les muscles des épaules. Si c'est trop compliqué, ou pour les personnes qui sont un peu plus avancées en âge, qui ne veulent pas aller au sol, le mountain climber, il est possible aussi debout. Ce n'est pas de la montée de genoux, c'est presque comme ça, comme de la montée de genoux. La différence, c'est qu'on est un petit peu plus penché, on est vraiment en planche, et je peux également monter. Voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est gainage abdos. Donc là, au niveau du renforcement musculaire, je vous ai montré quelque chose qui est assez généraliste, qui renforce plutôt bien l'ensemble du corps. Parce qu'à chaque fois que vous êtes gainé, en fait, vous allez également renforcer le bas du dos. C'est ce qu'on appelle les muscles agonistes et antagonistes. Il y en a un qui fait un mouvement et l'autre, il compense derrière. C'est comme biceps, triceps. Quand je fais ça, c'est le biceps qui travaille. Quand je fais ça, c'est le triceps. Donc là, au niveau des abdos et du dos, c'est pareil. Sachez que si vous faites que des abdos, eh bien, vous risquez d'avoir mal au dos parce que vous allez avoir un déséquilibre. Donc, on travaille toujours les deux. Nous, les filles, il faut qu'on arrête de faire que des abdos. Il faut aussi qu'on travaille le dos. Sinon, on se retrouve cambré et on a toujours très mal au dos. OK?
Donc, une fois qu'on a fait du renforcement musculaire, on peut travailler quelques exercices d'équilibre. Donc, celui qui est tout simple, en fait, c'est de lever une jambe. Alors, comme ça peut paraître hyper facile, mais il faut travailler son équilibre tous les jours parce qu'on tombe à tout stage de la vie, qu'on soit petit, adolescent, adulte, personnes âgées, on tombe tout le temps. Donc, du coup, il faut travailler son équilibre. Si ça, c'est trop facile, vous pouvez essayer de monter votre genou là. Soit au niveau du genou, soit un peu plus haut si vous avez la souplesse. Ok, donc là, je vois que souvent les personnes mettent les mains ici. En effet, c'est possible, vous pouvez les mettre là. Si ça, c'est trop facile, vous pouvez également fermer les yeux. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Attention, si vous fermez les yeux, commencez par mettre une main contre un mur, on ferme les yeux, et si on se sent, on lâche. Parce qu'on n'est pas du tout sur le même équilibre. Est-ce que vous sentez au niveau du pied qui fait que bouger? Donc, c'est les muscles qui se contractent, et c'est ce qu'on appelle la proprioception. Donc, ça, c'est ce qui vous permet en fait de rester debout, et c'est tous les petits muscles qui permettent de garder son équilibre. Un côté, de l'autre. Et après, soyez inventif. Voilà, vous faites tomber votre stylo. Donc, au lieu d'aller le ramasser comme d'habitude, je me mets sur une jambe, je me gaine bien, je descends et je ramasse mon stylo. Ben, ça, c'est de l'équilibre. Très bien. Ou pareil, je peux monter mon genou, aller sur le côté, essayer d'étendre. Voilà, faites tout ce que vous voulez, l'un, l'autre, essayez de le mettre derrière. Dans tous les cas, quand vous êtes sur une jambe, c'est de l'équilibre. Attention à ne pas rester le genou bloqué. Pareil, toujours on déverrouille parce qu'un genou bloqué comme ça, on tire en fait sur les ligaments et ce n'est pas bon. Voilà. Amusez-vous sur l'équilibre. Utilisez un ballon aussi. Il faut très bien utiliser un ballon pour faire l'équilibre. On s'assoit, on essaie de soulever les pieds, etc. Donc n'hésitez pas, ça se travaille tous les jours. Et je vous le dis, le plus compliqué, c'est en fermant les yeux. C'est là où on travaille le mieux. Un dernier point, donc on a vu la mobilisation articulaire, le renforcement, l'équilibre avec des petits exercices où là, laissez faire votre imagination. Plus vous en trouvez, mieux c'est. On passe aux étirements. Donc les étirements, en fait, ça, vous pouvez les faire tout le temps, toute la journée, quand vous êtes au boulot, quand vous êtes chez vous, après un exercice. La seule règle à savoir, c'est que si c'est après un exercice comme là, vous pouvez étirer entre 30 et 45 secondes. Vous pouvez étirer jusqu'à sentir une petite douleur, une petite tension. On ne va pas aller jusqu'à la douleur. Et voilà, vraiment toute petite. Si jamais vous le faites alors que vous n'avez fait aucun exercice, donc des étirements à froid, on est sur 30 secondes maximum et pas de douleur du tout. Parce que sinon, vous allez vous péter les fibres musculaires. Vous allez les étirer et les casser. Donc, si j'ai fait de l'exercice, je peux tirer un petit peu plus parce que mes muscles sont chauds. Et je vais jusqu'à 45 secondes environ, 30 à 45. Si je le fais comme ça pour un petit peu juste m'étirer après avoir passé beaucoup de temps assis, je le fais 30 secondes au max et un étirement très doux. Donc l'étirement tout simple qu'on a l'habitude de faire, bras et épaules, ben, c'est de lever les bras tout simplement. Lever les bras, pareil, on gaine toujours, peu importe ce qu'on fait, on gaine. On va sur les côtés un petit peu, ça fait aussi le tronc. On peut faire ça aussi. Hop. Voilà, celui-là, il étire bien. Restez bien les épaules décontractées quand vous le faites. Essayez de ne pas monter comme ça, même si c'est assez complexe au début. Voilà, j'étire comme ça. J'étire devant aussi. Alors, devant, vous pouvez le faire également avec les ados, c'est-à-dire qu'au lieu de faire juste ça, vous allez baisser un petit peu sur les jambes, faire la rétroversion du bassin, pousser en avant et vous étirez le haut du dos comme ça. Donc là, en fait, j'étire au niveau de la colonne vertébrale en haut. J'étire. Et pensez à bien respirer. Voilà. Il y a plein d'étirements à faire comme ça. Vous pouvez également vous mettre contre un mur. La main posée contre le mur et en fait, vous allez vous mettre dans l'autre sens. Donc là, je vais m'emmener à plat sur le mur et en tirant ici, je vais tirer tout le long et aussi les pecs. L'avantage de celui-là, c'est que vous pouvez faire plus bas, plus haut, ça va étirer différemment. Et je regarde, voilà, devant moi. Et de l'autre côté, pareil. Celui-là, vous allez sentir qu'il tire pas mal ici, mais n'hésitez pas à le faire parce qu'on a besoin de ces étirements-là.
Ensuite, au niveau des étirements, donc, alors pour étirer les abdos et le dos, donc les abdos surtout, je retourne au sol et en fait, je vais me mettre dans cette position-là. Donc, j'ai mes pieds qui sont bien par terre. Et en étirant ici, je vais chercher, voilà, je vais contracter les fesses et ça va m'étirer tous les abdos. Et pour le dos après derrière, bah, vous pouvez passer en position de l'ensemble. Et repasser pour les abdos. Vous pouvez faire ça plusieurs fois. Et position de l'ensemble. Voilà. Pour le dos, vous avez également le classique où on est debout et on va aller chercher au sol. Hop, soit comme ça en étant droit et je descends. Soit je préfère plutôt enrouler la tête et descendre petit à petit. Ça étire de manière différente. Quand on descend comme ça, ce qu'il ne faut pas faire, c'est les à-coups. On voit souvent les gens qui font des à-coups pour descendre. Non, laissez faire. En soufflant, vous allez descendre un petit peu plus. Vous pouvez également après plier les jambes pour poser les pieds, les mains au sol. Ça tire aussi les ischios. On descend comme on peut. On remonte. Voilà, pas forcément besoin de temps. Si vous pouvez tendre, vous tendez. Si vous ne pouvez pas, vous faites pas. Tout simplement. Voilà. Dernière chose qu'on a fait travailler, donc on va étirer les quadrilles. Donc les quadrilles, c'est le classique qu'on prend derrière sa jambe. Hop, voilà, comme ça. Alors, là pareil, attention à la cambrure. C'est en fonction de votre souplesse, il y en a qui peuvent faire que là. Si vous ne pouvez pas attraper votre jambe, vous pouvez très bien la mettre là, sur une chaise. Si vous pouvez l'attraper, tant mieux. Essayez quand vous le faites de ne pas être comme ça. En fait, il faut que votre jambe soit collée à l'autre. C'est là où ça étire le mieux. Et votre talon, essayez de toucher votre fesse. S'il y a des personnes qui sont plus souples, que ça touche un peu plus, vous pouvez enfoncer le talon un peu plus dans la fesse, d'un côté et de l'autre. Voilà. Vous voyez, j'évite de faire ça. En fait, ce n'est pas le même étirement, puis c'est surtout que là, vous faites plus d'équilibre. Là, on est vraiment sur étirer toute la longueur. Et dernière chose, si vous voulez étirer vos ischios et que ça n'a pas été suffisant comme ça, vous pouvez faire le même mouvement au sol. Donc assis, soit une jambe, soit l'autre. Et en fait, là, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on va y aller comme ça, le dos bien rond, on va essayer d'aller toucher au fond. Sachez que si vous gardez votre dos droit, c'est mieux. Et même si vous ne pouvez pas lancer que comme ça, vous allez sentir l'étirement au niveau des ischios. Gardez le dos droit, essayez de regarder devant vous et vous avancez juste un petit peu. Et là, vous allez sentir l'étirement des ischios. Parce qu'en fait, quand on fait ça, on étire aussi le dos. Donc, c'est bien, mais vous allez moins étirer vos ischios. Donc, en restant droit et en avançant, là, je les sens complètement. Voilà pour les étirements. À savoir que la souplesse est une part importante de la condition physique. Sans souplesse, on ne fait pas grand-chose. Et plus on perd de la souplesse, et plus il est difficile de faire les choses derrière. Sachez que l'activité physique, elle est préconisée pour tout le monde, même ceux qui sont atteints de maladies chroniques, surtout ces personnes-là, ou même pour les personnes qui sont atteintes de cancer, on préconise de l'activité physique parce que ça permet de se sentir en meilleure forme. La chose à savoir, c'est de la faire dans un environnement qui est adapté à vous, à votre condition, à vos capacités, et donc il vous faut trouver la bonne personne pour ça. Donc renseignez-vous auprès des associations qu'il peut y avoir ou des clubs sportifs, parce que tous ces mouvements-là sont relativement simples à faire quand on les maîtrise, mais voilà, il faut savoir les faire. Comme je vous disais, le squat, si on ne sait pas les faire, on se casse les genoux, on se fait très mal, alors qu'en fait, il suffit d'un petit mouvement, d'une petite technique pour les apprendre. Si vous ne vous sentez pas de le faire seul chez vous, il existe aussi aujourd'hui, et surtout avec le confinement, il existe des cours en ligne. Les choses qu'il faut savoir sur les cours en ligne, parce que vous en avez des gratuits, des payants, on ne sait plus trop où regarder. La première chose à regarder, c'est savoir dans quel contexte c'est fait. Est-ce que c'est une association, un club? Est-ce que c'est un particulier? Est-ce que ça fait longtemps qu'il fait ça?
Et regardez les diplômes de la personne également. Voilà, est-ce que la personne est vraiment diplômée pour vous faire des cours ou pas du tout? Vous trouvez également pas mal de cours de tout ce qui est justement étirement, yoga, relaxation, etc. C'est assez complémentaire avec le renforcement musculaire. À savoir qu'il vaut mieux faire aussi également une séance petite et courte tous les jours, donc minimum 30 minutes d'activité physique, que vous pouvez découper en 3 fois 10 minutes. En fait, si vous ne faites pas minimum 10 minutes, c'est que ce n'est pas très efficace. Donc, 10 minutes d'activité continue pour avoir une efficacité sur la journée, pour avoir une efficacité sur le corps. Il vaut mieux faire ça un petit peu tous les jours, plutôt que faire une seule grosse séance par semaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'entraînement sur tous les jours qui va être le plus efficace plutôt qu'un énorme entraînement le samedi ou le dimanche qui va vous tenir toute la semaine. Ça n'a pas les mêmes effets, les effets sont moindres en fait. Donc, n'hésitez pas à bouger tous les jours, ce n'est pas extrêmement compliqué. Je vous ai dit, vous êtes au téléphone, vous vous levez ou vous faites quelques squats. Essayez de trouver des solutions. Utilisez un ballon, un Swiss ball plutôt qu'une chaise de bureau. J'ai donné tout à l'heure l'information sur les stylos pour bouger toute la journée en fonction des heures de travail. Donc, en fait, je le répète, on prend un stylo toutes les demi-heures de travail. Donc, par exemple, si je travaille 7 heures, je multiplie par 2, je vais prendre 14 stylos, je vais les mettre à l'autre bout de la pièce et toutes les 30 minutes, je dois me lever, en récupérer un et le ranger. Si à la fin de la journée, j'ai rangé tous mes stylos, ça veut dire que j'ai suffisamment bougé. En télétravail ou chez soi, il faut savoir que normalement, on doit bouger toutes les 30 minutes. Donc, quand on travaille 30 minutes, ça passe très vite. Et le fait justement d'avoir ces stylos ou des petits rappels, ça nous permet de se dire, ah tiens, là, il faut que je me lève et que je bouge. Le fait rien que de se lever et d'aller chercher un stylo, c'est bouger. Vous pouvez également essayer de trouver des solutions pour travailler debout. Alors, pour ceux qui n'ont pas de ce qu'on appelle de manche debout, de bureau surélevé, il suffit des fois de prendre un carton, de le mettre un peu en hauteur et de mettre son ordinateur dessus. Voilà, travailler une demi-heure comme ça change, parce que debout, on travaille plus qu'assis. Pareil, si vous êtes chez vous et que vous regardez souvent la télé, pensez à vous lever, à faire le tour de votre table ou quelque chose comme ça. Pendant la pub, voilà, il y a souvent des pubs. Essayez de bouger à ces moments-là. Et puis surtout, en fait, il faut apprendre à rester en mouvement tout le temps. Que ce soit pour faire du renforcement musculaire, même de la mobilisation, voilà, faire ça dans la journée, c'est de la mobilisation articulaire. Travailler son équilibre pour faire des étirements, c'est le meilleur moyen en fait de rester en bonne santé, d'éviter le déconditionnement physique, surtout là où on n'a plus d'activité physique à côté, et surtout de se sentir bien. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous y répondrai. Et puis merci. J'ai une question, je ne sais pas si on m'entend. Oui, je vous entends. Je suis souvent en apnée quand je fais des exercices. J'ai un peu de mal à savoir bien respirer, quand est-ce qu'il faut inspirer, quand est-ce qu'il faut expirer. Alors en fait, ça s'apprend à respirer. On est souvent tous en apnée, surtout voilà, quand on fait du renforcement musculaire ou en bloc. En fait, on inspire quand on va descendre, par exemple, en squat, et on expire quand on remonte. Voilà. Au niveau de l'expiration, c'est quand on fait le plus gros de l'effort. Donc là, descendre avec la pesanteur, ce n'est pas le plus gros, c'est remonter qui va être le plus dur. Donc j'inspire, j'expire. Ça sort en fait. C'est comme quand on voit par exemple les personnes qui font de la musculation, elles vont avoir la barre sur le dos, elles vont inspirer en descendant et c'est quand elles font un gros effort qu'on les entend crier, donc c'est le moment où elles expirent. Voilà. Ça c'est pareil, c'est une concentration qu'il faut avoir. Donc au début, on peut très bien se dire, tant pis, je fais juste des petits squats, mais j'apprends à respirer en même temps. Et ensuite, ça va venir tout seul. Mais en effet, le fait d'être en apnée, ça n'apporte plus d'oxygène au niveau des muscles et en fait, on va se retrouver très vite engorgé et très essoufflé. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Vous n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin encore sur le chat. N'hésitez pas aussi à remplir le questionnaire de satisfaction qu'on va vous mettre sur le chat. Et puis, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.